Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon très importante que nous avons intitulée sur comment établir une carte géochimique. Voilà, vous êtes dans une prospection minière, une exploration minière, vous êtes à l'étape de la géochimie. On vous demande vous avez fait votre géochimie du sol, vous avez le résultat deux analyses. Donc, la géochimie a été faite suivant une maille bien définie. Vous avez le résultat de vos analyses. Alors, on vous demande de pouvoir établir une carte pour pouvoir faire ressortir des zones de forte concentration par rapport à un élément donné et de ressortir donc les zones des anomalies. Et après, pour pouvoir planifier d'autres puits, d'autres d'autres lignes de géophysique. Alors, nous allons nous servir d'une base de données de démonstration. Cette base de données est intitulée Géochimie du sol. Voilà un peu comment ça se présente. Nous avons ici la première colonne qui reprend le Sample ID, c'est-à-dire les identifiants, les codes par rapport à chaque échantillon. Et là, nous avons le coordonnées géographiques en UTM de ces échantillons-là, c'est-à-dire les endroits où ces échantillons ont été collectés. Et de l'autre côté, nous avons aussi le résultat des analyses géochimiques. Donc, nous avons l'or, nous avons l'arsenic, nous avons le cuivre, nous avons le nickel et le chrome. Voilà, selon le cas, vous avez ici l'or, vous avez ici l'arsenic, vous avez ici le cuivre. Donc, vous pouvez utiliser cet indicateur ici pour trouver les zones où nous avons très grande probabilité de trouver de l'or. Et là, vous avez ici des zones où on peut peut-être étudier la pollution du sol par rapport à l'élément arsenic. Nous avons aussi ici par rapport à l'élément cuivre. Donc, ça, on peut mettre ça en grammes par tonne. On peut mettre ça en pourcentage. Donc, pour l'or, là, on peut mettre ça en microgrammes par litre et plutôt par kilogramme, puisque nous travaillons dans le sol. Ici aussi, on peut mettre microgrammes par kilogramme de sol. Voilà un peu. Alors, une fois que vous avez votre base de données qui est simplement constituée, vous devez donc passer à l'étape d'enregistrement. Et je vous conseille d'enregistrer votre base de données avec le format et avec l'extension, le format CSV. C'est le format le plus adapté et qui ne va pas vous poser beaucoup de problèmes ou de difficultés. Voilà. Moi, je vais entrer sur enregistrer sous. Je vais entrer sur enregistrer tout. J'entre dans le même dossier. Donc, pour vous, vous pouvez aussi changer de données. Voilà. Donc, je vais changer l'extension pour mettre l'extension CSV, séparateur point virgule. Et là, je vais mettre enregistrer. Non, je vais rentrer ici. Voilà, j'enregistre la base de données avec ce format. Je rentre dans le projet QGIS. La première étape, c'est pouvoir importer cette base de données-là comme un fichier de points sur QGIS. Je viens ici dans Data Source Manager. J'appuie sur Delimited Text. Je cherche le lieu d'emplacement. Voilà, je suis dans les dossiers
approprié. Et regardez, comme j'ai enregistré avec le format CSV, vous devez donc vous rassurer que ici, dans le format de fichier, vous avez CSV. Et aussi dans le point coordonnées, vous devez faire correspondre le X-feed avec la valeur du nord, Y-feed avec la valeur du east et north. Donc, pour ceux qui travaillent dans les données UTM, nous savons que east et north remplacent la longitude et la latitude. Et là, vous avez la valeur de Z-feed qui est une case ou un champ optionnel. C'est-à-dire, on peut mettre ou non, on ne peut pas mettre. Que là, je vais ne pas mettre cela. Je vais directement ajouter et regardez ici, automatiquement, l'algorithme de votre logiciel va pouvoir reconnaître le type de champ. Voilà, par rapport à chaque colonne. Ici, nous avons la colonne texte. Et là, vous avez la colonne integer, la colonne entière, la colonne décimale, ainsi de suite. Donc, le logiciel lui-même reconnaîtra quel type de champ par rapport aux valeurs qui sont annexées. Et une fois que vous avez fait, vous allez appuyer sur Add. Voilà un peu. Donc là, nous avons le point d'échantillonnage qui sont alignés suivant une maille bien définie. Donc, je peux commencer par mettre les étiquettes pour pouvoir identifier chaque échantillon. Voilà. Je peux mettre les étiquettes pour pouvoir m'identifier chaque échantillon. Là, je peux zoomer. Voilà. Là, vous avez chaque échantillon. Je peux aussi mettre, faire une symbolisation catégorisée pour pouvoir catégoriser chaque classe de ténèbres. Je vais utiliser l'arsenic ici. Voilà, j'appuie sur Classify. Ici, vous pouvez jouer avec le nombre de classes. Là, je peux mettre ça. Et je peux cliquer ici pour pouvoir inverser le couleur. Donc, j'aimerais à ce que les hautes ténèbres puissent avoir le couleur rouge et le faible ténèbres puisse avoir le couleur bleu. Donc, je fais invert color et puis je fais OK. Voilà. Donc là, vous avez de hautes ténèbres, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Alors, une fois que vous avez votre donnée, je présente de cette façon. Voilà, je peux pouvoir corriger les classes de ténèbres. Je vais réduire cela. Je peux mettre 3 classes. Voilà. Une bonne subdivision. 3 classes. De 0 à 5. Je peux mettre 4 classes. 3. C'est déjà pas mal. Vous pouvez utiliser plusieurs types de méthodes de classification. Je vais utiliser la méthode de Jenks pour pouvoir classifier. Voilà, je peux utiliser cette méthode ici pour pouvoir classifier les échantillons selon la teneur. Alors, une fois que vous avez ça, pour faire ressortir des zones d'anomalie, on doit donc utiliser une méthode d'interpolation. Alors, l'interpolation, c'est cette méthode qui consiste à interpoler les valeurs inconnues entre deux valeurs connues. C'est-à-dire, ici, je donne un exemple, vous avez échantillonné, vous avez trouvé une valeur après analyse, de l'autre côté aussi. Mais comme l'échantillon n'a pas été fait point sur point, donc après mètre par mètre, nous devons donc pouvoir arriver à connaître quelle est la valeur qui existerait entre deux, donc quelle serait la valeur qui exacte entre deux points qui ont de valeur connue. Par exemple, là, dans cet espace ici, quelle serait la valeur de tel élément? Alors, on va se servir de méthodes d'interpolation. Il y en a beaucoup. Donc, chaque méthode d'interpolation a ses avantages et sa sensibilité.
mais aussi ses inconvénients. Pour notre cas, nous allons utiliser la méthode IDW, inverse, pondération des distances inverses. Je vous laisse le soin de pouvoir vous documenter par rapport à cette méthode d'interpolation. Voilà. Si on avait l'Internet, on allait pouvoir regarder. Mais voilà, quand vous cliquez ici, vous allez donc appuyer sur Processing, Toolbox, et là, vous allez venir sur Interprétation. Je prends UDW. Vous devez choisir la couche vectorielle à partir de laquelle vous allez faire l'interpolation, c'est GeoChimie. Interpolation attribut, c'est la valeur d'attribut où que vous voulez interpoler. Moi, je prends arsenic et je clique sur Use Coordinate for Interpolation. Je clique là et puis j'appuie sur je, je clique là. Voilà. Géochimie, arsenic, j'ai le point. Et puis vous allez faire l'extension. Donc la limite de votre interpolation pour nous, nous allons nous servir de la couche géochimique. Donc, quand l'ordinateur va interpoler les valeurs, que ça s'arrête au niveau où se trouve le point. Et là, ici, le output raster size, le, le, ici, nous allons prendre la valeur de cellule de chaque image, puisque vous allez vous souvenir, un fichier raster est une cellule. Et dans chaque cellule, nous avons dit que chaque cellule possède une dimension qu'on appelle pixel. Donc ici, nous allons fixer le pixel. Alors, retenez que plus vous avez ici les rows et les colonnes élevées, plus vous aurez de petites cellules, c'est-à-dire vous aurez aussi plus de temps dans le traitement de votre interpolation pour nous. 150 serait idéal. Voilà, automatiquement, ça va nous générer le nombre de pixels. Et une fois que c'est fait, vous avez la possibilité ici de enregistrer le fichier de manière définitive. Et ici, vous avez la possibilité de le placer euh, dans dans un dossier bien défini. Alors, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur Run, exécuter votre commande. Et là, regardez ce que vous avez. Nous avons donc eu des valeurs qui sont interpolées. Ça nous présente donc le valeur le plus petite, ça se trouve ici. Voilà. Les valeurs les plus élevées, ça se trouve là. Et à partir de là, vous pouvez donc cliquer sur l'espace ici pour pouvoir mettre la symbologie. Là, je peux mettre ici. Je peux choisir ce symbole ici. Voilà. Je peux choisir ce symbole ici. Voilà, ça c'est notre carte de valeur de l'arsenic qui ont été interpolées. Donc, sur cette carte ici, vous pouvez rapidement observer les zones d'anomalie, donc les zones qui présentent des teneurs élevées en éléments. Voilà un peu. Des teneurs élevées en éléments. Vous pouvez changer aussi le type de... Voilà, vous pouvez aussi changer le type de palette de couleurs. Donc, nous constatons que c'est la partie est qui présente des, vraiment des zones de concentration élevée en éléments arsenic. Voilà un peu. Alors, pour ceux qui voudront aller un peu plus loin dans leur processus dans leurs travaux d'exploration, alors il peut y arriver que vous puissiez planifier quelques points pour pouvoir placer, par exemple, les lignes de géochimie, plutôt les lignes de géophysique, ou bien quelques points de forage pour pouvoir confirmer tout ça. Donc, vous êtes donc appelé à pouvoir générer soit le gris, soit vous pouvez générer des points.
Alors, pour pouvoir générer le point, vous allez venir ici dans vecteur, entrer sur Dio. Vous allez ici entrer sur vous allez entrer sur Recherche Tools. Donc ici, vous avez la possibilité de générer de grilles réguliers. Voilà, je vais entrer ici. Regardez ici, si notre base de données, par exemple là, si je choisis un système de coordonnées en ITM, ça donc me donner la possibilité de pouvoir créer ou générer des coordonnées en ITM. Donc vous avez le choix. Vous pouvez choisir un système de coordonnées en ITM. Et là, quand vous choisissez en ITM, par exemple, là, je peux pouvoir choisir l'espacement. Par exemple, là, je vais choisir l'espacement de l'espacement horizontal. Vous pouvez par exemple mettre 10. Là, vous pouvez aussi mettre 10. Si ce sont des lignes que vous voulez générer, voilà, vous allez faire ligne. Et puis là, vous avez la possibilité soit de les générer sur l'ensemble de l'image, ou bien vous pouvez dessiner, voilà, use current draw on map canvas. Donc, vous allez dessiner l'espace, le point à partir de lequel vous voulez faire le ligne. Par exemple, là, comme il s'agit des zones d'anomalie, je peux aussi faire ceci. Et puis là, je vais exécuter. Voilà un peu, puisque nous ne travaillons pas dans le même système. Si on était dans le même système et que c'était en ITM, le point allait facilement être généré. Voilà un peu ce qu'a été notre leçon du jour. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre attention.